Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Bien s'orienter dans le sup du mercredi 21 janvier. Il est porté par le réseau lycée-licence Lily, l'Académie de Versailles et l'Université de Cergy. Héloïse, tu veux te présenter ou je me présente? Vas-y, je t'en prie. Alors moi je suis Caroline Choutauclair, je suis psychologue de l'orientation à Cergy. J'accompagne des étudiants de L1 et des étudiants du DU Paréo au niveau de la faculté. Et je fais aussi partie de la commission Parcoursup pour le DU Paréo. Et Héloïse? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je compléterai ce soir en apportant un éclairage plutôt au lycée. Caroline vous l'a dit, elle travaille à l'université de Cergy. Moi, pour ma part, je travaille dans la même zone, dans l'Académie de Versailles, mais en lycée. Je suis personnel de direction. Donc, ça veut dire personnel de direction. On est chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint. Moi, je travaille dans un lycée du 95. J'accompagne des élèves et des familles dans le projet d'orientation et dans la procédure Parcoursup. Notre objectif pour nous ce soir, c'est, vous le voyez à l'écran avec le diaporama, de vous donner des clés pour maîtriser Parcoursup. On vous a concocté un petit programme en ce sens. À l'issue de cette présentation, on essaiera de répondre à vos questions, mais vous pouvez d'ores et déjà en écrire éventuellement dans le chat. On voulait également vous rappeler, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a un symbole qui l'indique que l'intégralité de ce webinaire et de ce temps d'échange est enregistré et il pourra donc ensuite être consulté en ligne dans les jours qui viennent. De la même façon, vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà regardé, retrouver le premier webinaire puisque nous faisons partie d'un cycle de 3 webinaires. Et donc le premier s'est tenu en décembre pour parler du projet d'orientation. En termes de grande direction, donc Parcoursup mode d'emploi, comment le maîtriser? Pour nous, il y a plusieurs questions fondamentales. Tout d'abord, la question des fonctionnalités, la plateforme en elle-même, que propose-t-elle? Il est important pour nous de déconstruire des idées reçues qui sont finalement assez fréquentes. Les enjeux, le calendrier, le catalogue, qui est vraiment le socle de Parcoursup, puisque c'est un outil d'information absolument formidable. La question des candidatures et puis des stratégies. Et pour finir, quelques ressources. Alors, Parcoursup, c'est quoi, pour qui et on y fait quoi? Généralement, Parcoursup, quand je parle à des élèves de première, de terminale, ça fait peur. C'est un truc qui semble insurmontable, mais on va voir que déjà, ce n'est pas qu'un truc insurmontable, c'est aussi quelque chose qui est très utile dès la seconde et qu'il y a plein de techniques pour que Parcoursup devienne quelque chose d'assez serein. Donc, c'est quoi? La prochaine slide, on va voir c'est quoi. Donc, c'est une plateforme nationale qui est gratuite et qui permet d'accéder aux totalités des formations de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, c'est vraiment une plateforme qui permet de découvrir quelles sont les licences, quels sont les BUT, quels sont les DUST. Déjà, qu'est-ce qu'un DUST? Qu'est-ce qu'une licence? Qu'est-ce qu'un BUT? Et de pouvoir un peu se dire, ben voilà, moi je suis en seconde, en première ou en terminale, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, elle s'adresse, pardon, aux lycéens de seconde et de première. Donc, eux, leur objectif, ça peut être plutôt, bah, est-ce que je vais faire un bac pro, parce que finalement, on peut même y aller dès la troisième. Est-ce que je vais plutôt choisir un bac technologique, un bac général, parce que mon projet, c'est telle et telle chose, quelles vont être mes chances de réussir avec ce type de diplôme? Et aussi, pour les élèves qui sont en bac général, c'est quoi les spé que je vais pouvoir utiliser ou que je vais pouvoir supprimer quand on arrive en terminale pour pouvoir avoir toutes les chances de candidater dans la formation qui me plaît le plus. On y fait quoi? Donc, on y découvre l'offre de formation qui existe sur la totalité de la France. On candidate aux formations quand on arrive en terminale et ça va être l'endroit où on va pouvoir recevoir et accepter les formations à partir de juin. 5 idées reçues particulièrement fréquentes que l'on entend de manière récurrente. Tout d'abord, Parcoursup est un algorithme qui trie les élèves. Une deuxième idée selon laquelle les formations et leurs responsables connaîtraient tous les vœux formulés par les candidats. Une autre idée encore tenace, que les lettres de motivation ne seraient pas lues et donc ne serviraient à rien, que de nombreux élèves n'obtiendraient absolument rien sur Parcoursup et se retrouveraient donc sans formation par la suite. Et pour finir, que comme les dossiers contenant les bulletins notamment ont été envoyés à la fin du mois de mars ou le premier jour du mois d'avril pour le calendrier 2026, le troisième trimestre de terminale ne sert à rien. On va prendre quelques minutes avec vous pour déconstruire ces 5 idées reçues.
Alors, tout d'abord, Parcoursup sera un algorithme qui trie les élèves? Non. Chaque formation va procéder à sa propre sélection selon ses critères. Ce n'est pas un algorithme qui examinerait les candidatures, mais bien des êtres humains, c'est-à-dire des enseignants de chaque formation. Caroline vous disait tout à l'heure en introduction qu'elle-même faisait partie de la commission pour l'Université de Cergy. Donc, vous allez avoir des êtres humains qui vont analyser les candidatures pour lesquelles, donc, des vœux ont été faits. Il va y avoir des examens qui vont être faits en fonction de critères qui sont des critères publics, puisque ces éléments-là, vous pouvez les retrouver dans le catalogue Parcoursup. On vous le montrera en détail tout à l'heure, dans ce qu'on appelle la carte d'identité de la formation. Donc, pour vous donner une idée, dans le rapport 2025 d'activité de Parcoursup, on avait en ordre de grandeur plus ou moins 600 000 participants, dont 150 000 étudiants en réorientation. Et on avait donc pour autant de candidatures, autant d'examens par ensuite des commissions précises. La deuxième idée reçue, c'est que les formations connaissent tous les vœux des candidats. Moi, à l'université de Cergy, je m'occupe du DU Paréo. Je ne sais pas si l'étudiant pour lequel je lis le dossier a postulé en droit ou a postulé dans une autre faculté. On n'a aucune possibilité de savoir où les autres étudiants ont postulé, quels sont leurs autres vœux. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous allez écrire, vous allez voir après, vous allez avoir les loisirs à noter, vos engagements et tout ça. Là, de ne pas mettre d'informations parce que cette partie-là, elle est lisible par tout le monde. Donc là, par exemple, ne pas mettre je veux postuler en STAPS parce que si c'est un prof de licence d'histoire qui va le lire, ça va poser une question. Mais sur le dossier, à part ça, la lettre de motivation le restant, on ne sait pas où les autres étudiants ont postulé. La seule exception qu'on va pouvoir avoir, et qui est plutôt sur le timing, c'est quand on postule en alternance, dès qu'on postule, on peut être appelé par la formation pour vous aider sur votre recherche d'alternance. Mais nous, en tant que commission Parcoursup, je vais avoir vos dossiers que le 1er avril et je pourrai lire vos dossiers que le 1er avril. La troisième idée reçue. La troisième idée reçue selon laquelle les lettres de motivation ne seraient pas lues. Alors, elle va avoir un poids plus ou moins différent d'une formation à l'autre, puisque chaque formation va avoir des critères précis pour analyser et pour ensuite classer les différentes candidatures. Et vous êtes fortement invité à le consulter dans le catalogue. Et vous allez voir que pour certaines formations, on nous indique que 100% des éléments pris en compte sont, par exemple, les résultats obtenus. À l'inverse, dans d'autres formations, vous allez pouvoir voir une importance particulière accordée à la motivation. Et donc, bien évidemment, ce document va être très important. Certaines formations vont préciser également peut-être que se rendre aux portes ouvertes est quelque chose qui est particulièrement apprécié, que les notes obtenues dans telle ou telle discipline ont un poids considérable. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction argumenter dans la lettre de motivation. Et on vous encourage vraiment à faire un travail qui soit un travail personnel dans cette lettre de motivation, avec des arguments qui soient propres à vous, à votre candidature et à votre projet, plutôt que de souligner l'excellence de la formation. Vous êtes mon vœu numéro un parce que vous êtes une université ou parce que vous êtes un lycée proposant un BTS exceptionnel. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu surdimensionné ou un peu maladroit et qui peut sembler sonner faux quand on sélectionne des dossiers. Et donc, on vous invite vraiment à parler plutôt de vous et ou de vos enfants, ou pour vos enfants, parce qu'on sait qu'on a des parents qui sont inscrits ce soir aussi. Donc, on encourage plutôt cette direction-là et dans tous les cas, on le rappelle, il est important que ce document-là soit relu par plusieurs personnes si possible et d'accorder une attention vraiment soutenue à la question de l'orthographe et de la grammaire. Alors, l'avant-dernière idée reçue. De nombreux élèves n'obtiennent rien sur Parcoursup. Alors oui, il y a des étudiants qui n'ont rien sur Parcoursup. On en voit toujours dans nos bureaux au mois de septembre qu'ils n'ont rien eu. Mais généralement, quand on leur pose la question, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les différents conseils qu'on peut marteler dans tous les salons, toutes les JPO ou encore dans les webinaires. C'est nous ne devons à aucun moment mettre que des vœux restreints, que des vœux sélectifs. Il faut absolument mettre un vœu parachute ou un vœu de secours, ça dépend comment on l'appelle. On vous expliquera tout à l'heure la stratégie Parcoursup et comment le trouver. Mais s'il y a ce vœu parachute, il n'y a aucune raison pour qu'on ne se retrouve sans aucun vœu. La grande majorité des étudiants, ils ont au moins une proposition. Ils sont très peu à n'avoir aucune proposition. Et quand c'est le cas, il y a l'AKS qui est là aussi pour vous accompagner.
Tout à fait. L'année dernière, par exemple, on a 91,9% des candidats qui étaient inscrits sur Parcoursup et avaient confirmé leurs vœux qui ont eu une proposition d'admission. Donc, vous voyez, ça représente l'écrasante majorité des candidats. La dernière idée reçue, c'est celle que, une fois que les dossiers sont remontés, c'est-à-dire les bulletins et les lettres de motivation et tous les éléments qui ont été complétés ont été communiqués aux formations, le reste de l'année de terminale ne sert à rien. Alors non, les résultats du troisième trimestre tout d'abord, sont pris en compte pour plus d'un tiers des candidats, c'est à savoir, puisque nous avons une proportion très conséquente d'étudiants qui se réorientent en première année. Et quand on se réoriente en première année, on se réinscrit sur Parcoursup. Et là, tous les bulletins de terminale figurent dans le dossier. Mais également, vous avez au mois de juin la possibilité de participer à une phase complémentaire. Si parmi les propositions d'admission que vous avez reçues, vous n'avez pas trouvé votre bonheur, vous avez la possibilité de formuler de nouvelles candidatures pour les formations qui ont encore des places disponibles à proposer. Et auquel cas, le bulletin du troisième trimestre figure, bien évidemment, dans le dossier. De manière plus large, on rappelle aussi que le baccalauréat est quelque chose d'important et que ce troisième trimestre joue aussi. Excusez-moi. Les enjeux de Parcoursup. Le but d'utiliser Parcoursup et l'idée que j'incite vraiment les élèves, pourquoi pas en troisième, pour ceux qui veulent aller en bac professionnel, en seconde et en première, c'est de vraiment aller connaître les formations existantes, leur rythme, les exigences en termes d'autonomie. Par exemple, un BTS ne va pas demander la même autonomie que si on va en BUT, encore moins en licence. Le volume de travail, un BUT va demander beaucoup plus de travail en cours et une licence va demander beaucoup plus de travail à la maison. Et chacun, on est tous différents. On n'est pas fait pour la fac, on n'est pas fait pour tous pour des BTS ou pour des DUST. Et donc, il faut trouver la formation qui correspond le plus euh, à la manière d'être de nos lycéens et de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, il faut vraiment aller les connaître et découvrir ce que c'est. Par exemple, un DUST, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est le moment d'aller les découvrir. Ensuite, il faut définir un projet cohérent. Souvent, les étudiants que je peux vous rencontrer en L1, ils ont mis leurs vœux au hasard. Donc, ils ont des vœux qui partent dans tous les sens, du droit, des sciences, des langues. Et en fait, ils les ont mis parce qu'ils se sont retrouvés devant Parcoursup. Ils ont dû remplir les choses, donc ils ont rempli au hasard. Et finalement, ils se retrouvent avec quelque chose qui n'est pas cohérent, donc un risque de ne pas retrouver quelque chose qui va leur parler. Donc nous, on retravaille avec eux ce projet, mais le mieux, c'est quand on est en terminale, c'est d'arriver à travailler ce projet pour qu'il soit cohérent dès le début. La stratégie de vœux, je ne vous en parle pas plus maintenant, juste vous expliquer qu'il faut un vœu A, un plan B et un plan C, et on va en parler bien sûr après. Mais Parcoursup va vous permettre de découvrir ce vœu. Connaître les critères d'examen, qu'est-ce qu'on attend dans cette licence? Pour les élèves qui sont en première ou en seconde et même encore en terminale, vous avez encore 2 mois pour préparer le dossier. Par exemple, si on vous demande que l'ouverture à la culture est très importante, ben, c'est peut-être le moment d'écouter des podcasts sur le droit, sur la politique, etc. Et vous pourrez le mettre sur votre dossier Parcoursup. Et ensuite, euh, tout ce qu'il y a comme information sur le site Parcoursup va vous permettre de rédiger au mieux vos lettres de motivation. Pour pouvoir aborder sereinement cette procédure qui finalement n'est pas anodine, puisqu'elle a un poids très important pour votre avenir ou pour l'avenir de vos enfants, il est important donc d'avoir compris les enjeux, mais aussi d'avoir bien en tête le calendrier, pour pouvoir prendre le temps d'aborder les différentes étapes et ne pas se retrouver dans une situation d'urgence. Alors, Parcoursup est officiellement ouvert depuis lundi. Ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut désormais s'inscrire. On peut créer ce qu'on appelle le dossier candidat. Une fois qu'on a créé son dossier candidat, on peut commencer à saisir des vœux. Dans la slide suivante, on va voir l'étape importante. Donc, c'est une première date fondamentale. Vous allez avoir le 12 mars, pardon, donc elle apparaissait à la fin de la précédente. Le 12 mars, c'est la fin de saisie des vœux. Ça veut dire que concrètement, jusqu'au 12 mars, j'ai la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 vœux. Chaque vœu correspond à une formation qui m'intéresse. À partir du 13 mars, je peux encore me connecter à Parcoursup, mais je ne peux pas ajouter de nouveaux vœux. La grande étape suivante, c'est l'étape du 1er avril. Et le 1er avril, c'est la fin de... Merci, Laure, pardon. Merci à nos collègues qui sont là pour nous aider sur la technique en faisant défiler les diapos notamment. Le 1er avril, c'est la fin de ce qu'on appelle la constitution des dossiers et les candidatures vont remonter. Ce qui veut dire qu'il
il est fortement conseillé, on va dire le 30 au 31 mars au plus tard, d'avoir peaufiné, terminé ces lettres de motivation. Et une fois que tout est complété, on peut alors cliquer sur un bouton qui est indispensable, qui est le bouton «Je confirme», et on doit le faire pour chaque vœu. Les vœux qui n'auront pas été confirmés ne remontent pas, c'est-à-dire que les candidatures ne sont pas envoyées aux formations. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, chacun des vœux est indépendant des autres. Donc, je dois avoir complété chaque lettre de motivation et je dois ensuite avoir cliqué confirmer chacun des vœux pour pouvoir faire remonter cette candidature. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que après toutes ces émotions, l'étape suivante n'est pas merci pour le parfait diaporama. L'étape suivante n'est pas menée par vous, elle est menée par les formations qui vont examiner les dossiers. Donc ça, c'est toute une période au long du mois d'avril et au long du mois de mai. Et donc, pour les élèves, il y a une concentration qui se fait sur la préparation du baccalauréat. Toutefois, pour certains d'entre eux, il est possible de recevoir des nouvelles des formations, par exemple pour être convoqué à un test. À titre indicatif, par exemple, en musicologie, on est convoqué à un test pour pouvoir se situer. On va avoir d'autres formations qui vont pouvoir mener un entretien. Donc, il est fondamental de vraiment consulter sa messagerie téléphonique et sa boîte mail, donc les coordonnées que vous avez renseignées sur Parcoursup, de façon à être joignable et à ce que l'éventuelle formation qui chercherait à entrer en contact avec vous puisse vous joindre rapidement. J'insiste là-dessus parce que chaque année, je me retrouve dans la situation où parmi mes 500 élèves de terminale, j'ai des élèves qui sont convoqués par plusieurs formations, par exemple pour des entretiens et qui reçoivent une proposition pour la même demi-journée, pour un entretien à 2 endroits différents. Si ça se produit, c'est très important d'être réactif, c'est-à-dire de répondre dans la journée même ou le lendemain pour dire: «Excusez-moi, serait-il possible, s'il vous plaît, d'avoir un autre créneau?» Si on le fait, 5-6 jours après, vous vous en doutez, il y a eu énormément de retours, énormément de confirmations de la part d'autres candidats entre-temps et puis ça ne fait pas très sérieux. Donc c'est une pratique qui est à avoir. À partir de maintenant, vous êtes dans une situation où vous êtes engagé, où vous avez communiqué vos coordonnées et donc vous adoptez cette posture qui va avec. Les réponses pour la quasi-totalité d'entre vous, donc excepté ces quelques formations qui vont à la rencontre des candidats avant le classement des dossiers, les réponses, ce sera pour tout le monde le 2 juin avec ce qu'on appelle l'ouverture de la phase d'admission. Ce qui veut dire que lorsqu'on se connecte le 2 juin à son compte Parcoursup, on a une photographie de la réponse des formations. On voit immédiatement pour chaque formation où est-ce qu'on se situe. Est-ce que notre dossier pour des formations sélectives, par exemple, a été refusé? Ou est-ce que on est dans une situation où on se retrouve accepté avec plusieurs propositions d'admission ou bien est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle la liste d'attente? Pour tout le monde, cet aperçu, il est le 2 juin et donc on va pouvoir avoir, la réponse pour chacune des candidatures individuelles. Entre le 5 et le 8 juin, pour les personnes qui conserveraient des vœux en attente, c'est-à-dire: «Je n'ai pas été acceptée dans cette formation, mais on m'a indiqué que je me trouvais, 50e ou bien 200e, sur liste d'attente», je dois classer mes vœux en attente pour préciser: «Je suis toujours intéressée. Je veux, conserver ma candidature» et auquel cas, on a cette opération qui est très importante pour ne pas être considéré démissionnaire, j'indique mes préférences. Et à partir du 11 juin, c'est ce qu'on appelle la phase complémentaire, ça veut dire toute personne qui, qu'elle ait reçu ou non des propositions d'admission, peut formuler des nouveaux vœux parmi les formations qui n'ont pas encore fait le plein et qui donc reproposent de nouvelles places. Alors, en lisant dans le chat, je me rends compte que certains n'entendaient pas au début. Est-ce qu'il y a toujours un problème de son ou ça a été réglé? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? On va continuer et puis si vous pouvez répondre pour nous dire. J'ai commencé à répondre sur le chat en partie, mais voilà. Alors, pour explorer le catalogue Parcoursup, donc vraiment pour être sur Parcoursup, on va vous montrer les différents onglets en fait qui existent sur Parcoursup et qu'est-ce qu'il faut que vous, lycéens ou vous, parents, puissiez regarder pour essayer de les aider au maximum. Donc, c'est un outil d'information qui permet d'explorer de nombreuses possibilités. Il faut une attention particulière. Tous les ans, j'ai des étudiants qui me mettent des formations à 10 000 euros. C'est beaucoup, 10 000 euros. On n'a pas tous les moyens de les faire, donc il faut vraiment faire attention à la totalité des informations.
Donc, la première chose qu'on va faire quand on va aller sur Parcoursup, Laure, si tu peux changer la... Merci beaucoup. D'accord. Ça fonctionne bien. Bon, déjà, c'est rassurant. Merci. Donc sur Parcoursup, vous avez donc un catalogue et il y a toute une recherche qui peut être faite. Donc vous pouvez rechercher une formation, vous pouvez chercher une filière, vous pouvez chercher dans une zone géographique, vous pouvez joindre donc ces deux grandes directions. Vous pouvez zoomer directement sur la carte. Donc là sur la diapo, vous voyez un aperçu en bas à droite. On peut déplacer, on peut se recentrer sur une zone particulière. Et comme vous le voyez plutôt à gauche de l'image, vous allez avoir donc toute une série de formations qui vont être les unes en dessous des autres et vous pouvez choisir de les trier, par exemple, par pertinence ou bien par d'autres critères. Ici, vous avez donc un exemple. Quand vous avez donc ce résultat dans le catalogue, une fois que vous avez donc effectué une première recherche, vous avez les unes en dessous des autres des formations. Vous avez un bouton bleu qui va vous permettre de cliquer pour pouvoir ouvrir le détail de la formation en question. Et comme vous le voyez, il y a également d'autres boutons. Un bouton donc qui s'appelle Ajouter au comparateur pour pouvoir mettre deux formations côte à côte en regard et pouvoir regarder les différences et les points communs. Et il y a un bouton qui est assez récent finalement, puisque donc Parcoursup date de 2018, mais cette fonctionnalité-là a moins de 3 ans, c'est le bouton Formation similaire, qui est un système de suggestion pour voir des formations entre guillemets voisines ou dans des champs disciplinaires approchants, et donc pouvoir naviguer d'une formation à l'autre, c'est-à-dire une formation qui ne va pas avoir exactement le même nom, qui n'est pas apparu dans le résultat de notre recherche parce que les mots-clés qu'on a utilisés ne sont pas exactement ceux-là. Donc, par exemple, j'ai fait une recherche sur archéologie, je tombe sur une licence histoire de l'art et archéologie, et ben, je vais avoir d'autres formations proposées à côté, comme par exemple la licence à Paris civilisation ancienne, monde contemporain. J'ai pas les mêmes mots-clés à l'intérieur, donc ça n'apparaît pas forcément. Et pourtant, c'est une formation qui est une formation assez proche. Et donc, ça va me permettre comme ça de découvrir des choses que j'aurais pu ne pas trouver sinon. Le dernier élément que je commente ici, parce que ça me paraît important également pour éviter les confusions, c'est le symbole du petit cœur que vous pouvez voir en haut à droite ici. Donc, il ne faut pas confondre le fait de cliquer dessus pour mettre quelque chose en favori avec le fait de formuler un vœu, puisque ce sont deux opérations qui sont très différentes. Et chaque année, on se retrouve dans la situation, je vois Caroline sourire, elle où elle a des étudiants et moi des élèves qu'on attrape un petit peu pour dire, bah alors, on voit la date tourner et vous n'avez toujours aucun vœu. Si, 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 madame, j'ai mis plein de choses, j'en ai mis au moins 200, mais en fait, on en a mis 200 en favori et aucun dans sa liste de vœux. Moi, comme j'ai pas la main sur les dossiers Parcoursup de mes élèves, moi, c'est le coup, ils m'annoncent qu'ils n'avaient rien mis. Héloïse, il y a des questions qui sont plus lissées si tu arrives à répondre. Alors, Tu pour dois... l'instant, là, j'ai pas réussi à afficher Ouais, parce que quand si moi je jamais clique tu sur arrives. conversation, je n'ai pas le chat. Non, il faut aller dans Q et R. Et comme ça, tu auras des questions qui Alors, sont un peu Q plus et lissées, R, je n'ai pas Q et R. Où se trouve le bouton? tout en haut, à côté de conversation. Je ne l'ai pas, j'ai peut-être pas Ok, les bah, je droits, j'ai répondrai uniquement alors. participant. Par contre, si on me lit la question, je réponds volontiers. Bah, on le fera à la fin, alors je Super. te... Voilà. Alors, c'est là, pardon, la carte d'identité, tu viens de le faire. Excuse-moi, comme je répondais en même temps. Alors non, la carte d'identité, non, Non, c'est bon. justement. Il y Alors, a- la carte d'identité. Une fois que vous avez choisi la licence qui vous intéresse et sur laquelle vous avez bien envie d'avoir des informations, vous allez avoir différentes informations. Déjà, si elle est publique ou privée, ça veut dire que ça vous donne déjà une information sur de combien elle va pouvoir vous coûter. Attention, qui dit public ne dit pas obligatoirement. Alors, quand je dis gratuit, la fac n'est pas gratuite, il y a des frais d'inscription, mais généralement qui vont entre 175 et 200 euros. Elles peuvent être plus chères, notamment quand il y a des diplômes universitaires, ce qu'on appelle des DU, qui sont associés. Là, la licence de droit, j'ai choisi celle qui était la licence de droit classique. On a des licences de droit avec des diplômes universitaires qui vont être accolés, notamment le droit anglo-américain. Et là, il peut être payant. Donc, il faut vraiment regarder le prix de la formation pour pas avoir de mauvaises surprises si vous vous retrouvez à devoir payer des formations très chères. Il faut regarder le caractère sélectif ou pas. On rappelle que les licences peuvent être sélectives, c'est indiqué directement, mais la plupart des licences en France ne sont pas sélectives. Par contre, elles peuvent être contraintes, comme en droit, en STAPS ou en psycho. Contraintes, ça veut leur dire que tous les étudiants ne seront pas pris. Ensuite, il y a les labels ministériels qui va vous donner l'information qu'elle est bien contrôlée par l'État et qu'à la fin, vous allez bien avoir un diplôme qui a une vraie valeur. Et le lien direct pour pouvoir réaccéder plus tard directement à la formation sans faire une recherche, c'est le petit dessin qui est en bas.
Dans la carte d'information juste avant, il faut, là, vous avez le prix, vous avez aussi, comment, on remettra la slide plus tard, on l'a oublié. Vous avez le prix, vous savez aussi si elles peuvent être accessibles pour les jeunes qui sont boursiers ou s'il y a des mises en place particulières pour les étudiants qui ont un profil particulier, étudiants en situation de handicap, étudiants artistes ou sportifs. Maintenant, cette partie-là, explorer le catalogue, c'est découvrir la formation et ses caractéristiques. Qu'est-ce qui est important d'aller lire dans cette prochaine slide? C'est la présentation de la formation. Ça paraît évident, mais c'est très important d'aller lire la présentation de la formation. On a tous l'idée de ce que c'est qu'une licence de droit, mais c'est bien quand même d'aller s'assurer qu'on est bien dans la bonne formation. Alors la licence de droit, c'est peut-être pas la plus, comment dire, la plus difficile à comprendre et à voir. Mais là, par contre, je vais vraiment m'adresser pour les jeunes si vous voulez aller dans les sciences. Nous, on a 3 portails d'accès, MIPI, PCGE et biologie ingénierie. Ça indique à peu près ce qu'il y a, mais à l'intérieur, on ne sait pas vraiment ce que va être la présentation de cette formation. Et quand vous rentrez dans un portail de sciences, après, l'idée, c'est de pouvoir continuer pendant 3 ans, de ne pas devoir changer. Donc en fait, l'idée d'aller voir la présentation de la formation, ça vous permettra par exemple de vous rendre compte qu'en MIPI, chez nous, on va vous ouvrir sur une deuxième année en licence, en génie civil, en mathématiques, en informatique, en maths, en physique et en EAE, c'est-à-dire électrique et automatisme. Et si jamais vous avez voulu faire autre chose, mais qu'il n'y a pas, donc il faudrait mieux aller dans un autre portail d'accès pour pouvoir faire vos études supérieures. Donc c'est vraiment important. Tous les ans, on a des étudiants qui n'ont pas lu, par exemple, qui prennent LLCER espagnol en parlant allemand. Donc automatiquement, ça va être très compliqué pour eux pour réussir parce que les cours sont en espagnol. Le LLCER espagnol n'est pas une filière pour apprendre l'espagnol, pour s'améliorer en espagnol, se perfectionner. Donc, il faut vraiment lire ces informations qui sont fondamentales. Autre information qui va apparaître, c'est les journées portes ouvertes. C'est très intéressant pour les étudiants d'aller discuter avec les professeurs et les étudiants, de pouvoir voir en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette licence. Une licence de droit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Quels sont les nombres d'heures de travail qu'on va faire à la maison? Nous, c'est le samedi 7 février où tous nos étudiants et nos professeurs vont pouvoir vous accueillir pour découvrir les différentes caractéristiques de notre formation. L'autre onglet qui est très important, c'est comprendre les critères d'analyse de la candidature. C'est fondamental. Tout à l'heure, on parlait qu'il n'y avait pas d'algorithme Parcoursup. C'est là où vous allez le voir et alors comprendre toutes les chances qu'ont votre fils, votre fille ou vous-même lycéen d'être pris dans cette formation. Là, c'est les statistiques pour le droit, mais vous irez à la fac de Nanterre, vous verrez que les statistiques ne sont pas les mêmes. D'une fac à l'autre, on ne demande pas les mêmes choses, et d'un diplôme à l'autre, encore moins. Par exemple, en droit, on va regarder 50% vos résultats vos scolaires, votre méthode de travail, votre savoir-être, 15% la motivation et vos engagements et activités. C'est les 3 grandes catégories dont je vous parlais tout à l'heure que vous allez compléter et qui sont visibles par toutes les formations. C'est la seule partie qui est visible par toutes les formations. Ça va permettre en fait de se dire, ok, est-ce que mes résultats scolaires sont très très bons? Je peux m'appuyer que là-dessus. Quand on a un dossier scolaire un petit peu fragile, sur cette formation, on regarde que à 15% la motivation. Mais si vous allez par exemple en diplôme de psychomote, les résultats scolaires sont de 15% et la motivation, elle est de 30%. Donc en fonction de son dossier, on va aussi avoir plus ou moins de chances de rentrer dans une filière ou dans une autre. Il y a aussi l'onglet qui analyse les candidatures et là, vous allez savoir qui le fait. Et généralement, ce sont les professeurs. Et si Là, je en peux me tout cas, permettre de c'est ça. compléter ce que dit Oui, vas-y, Caroline, bien parce que sûr. ça me paraît très éclairant et je pense que c'est vraiment la partie centrale de ce qu'on vous explique ce soir. Euh, Quand on dit la formation, on veut dire cette formation-là à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'exactement la même formation qui a exactement le même intitulé, mais qui est dans l'université voisine, ça va être une formation différente, ça va être un vœu différent, on vous l'a dit, et ça va être des critères différents. Et donc, pour une même formation exactement identique, avec la même spécialité, la même option, tout pareil, on peut avoir d'un endroit à l'autre des critères complètement différents. Donc, cette recherche, ce travail pour identifier la solidité de votre candidature et pour identifier
identifier est-ce que c'est plus malin de demander ici ou bien de demander là, et est-ce que je dois assurer la sécurité en demandant cette même formation à plusieurs endroits. C'est vraiment un travail très très important et c'est maintenant qu'il faut le faire pour avoir le temps de le faire de façon approfondie avant le 12 mars. Moi, ce que je conseille généralement, là, j'ai eu mes étudiants ce matin, je leur demande d'imprimer cette partie-là, entre autres, et de mettre en fluo tous ceux où ils savent qu'ils vont pouvoir passer. Là, par exemple, on va voir la slide suivante que résultats scolaires, qu'est-ce qu'on attend dans une licence de droit. Donc, dans la slide suivante, on va voir que ils vont regarder surtout les résultats en français, en histoire-géographie. Il va y avoir l'avis du conseil de classe, bien sûr, qui va être pris en compte. Les résultats en français et en histoire géo. On est toujours dans la licence de droit, il y a beaucoup d'écrits en droit, donc ça va être quelque chose qu'ils vont regarder, qui est essentiel. Vous avez vu, il y a les 4 petits points qui sont coloriés. Parfois, c'est qu'un seul, donc là, on se dit, bon, la valeur est moins importante. Ensuite, ils vont regarder les différentes spé. Bon, par exemple, là où les résultats généraux en maths, en langue, en philo, en SES et en enseignement moral et civique. On voit bien quand même qu'à part les maths, on regarde quelque chose où on écrit, la communication qui va être importante en droit. Les maths, c'est parce que les maths, en fait, c'est une logique qu'on retrouve aussi dans la logique des juristes. Après, les éléments de valorisation, ça va être plutôt les spé qui vont avoir un avantage. C'est pas parce que vous n'avez pas ces spé que vous ne serez pas pris, mais ils valorisent peut-être euh, HGGSP, HLP, qui sont peut-être des spé qui vont être un petit peu plus valorisés sur Parcoursup. On peut être pris en droit en faisant d'autres spé, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'on va regarder encore un petit peu dans la slide suivante, ce qu'on va regarder, et ça, vous l'avez sur tous les trucs de Parcoursup, c'est les compétences académiques. Vous avez vu, là, on est passé de 4 points à 2 points. Ça veut dire que ça va être un petit peu moins important dans l'analyse de son dossier. Maîtrise de l'expression écrite et orale, maîtrise de la compréhension et de l'analyse des documents, aptitude à la logique et au raisonnement. Si votre lettre de motivation est lue et elle est bourrée de fautes d'orthographe, automatiquement, ça vous mettra des points en moins puisque l'orthographe en droit est très important. Puis on va regarder le savoir-être et la motivation, etc. Et là, il faut vraiment tout regarder. Et notamment dans motivation, connaissance de la formation, on va voir ce qu'ils attendent dans votre lettre de motivation. Là, il va avoir un projet professionnel dans les matières juridiques et juridictionnelles. Ça veut dire que si vous voulez faire du droit pour être professeur, si ce n'est pas professeur de droit, il n'y aura pas de cohérence si c'est professeur en première, en maternelle ou en primaire. Il n'y aura pas de cohérence avec la matière. Donc, le projet professionnel, on peut se dire qu'il n'est peut-être pas très cohérent puisqu'il y a des licences qui sont beaucoup plus adaptées pour ça. Et connaître les débouchés professionnels de la formation. Il est pas encore trop tard puisqu'on est encore au mois de janvier, le mois de février arrive, mais vous avez encore jusqu'en avril pour préparer votre dossier. Lisez bien ces informations. Dans certaines formations, le BUT MMI, alors je suis désolée MMI, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui est dans l'informatique. Quand on le lit, en fait, il faut donner un lien pour les professeurs pour qu'ils puissent voir ce que vous avez déjà créé. Si vous ne le mettez Métier du pas, multimédia et de l'Internet. merci beaucoup. Si vous ne le mettez pas, en tout cas dans la formation où mon étudiant avait postulé l'année dernière, il n'avait pas fait de lien. Et c'était bien indiqué dans ce qui comptait. Ça lui fait perdre des points et il peut ne pas être pris. Dans certaines filières, on va vous demander d'être intéressé par la géopolitique. Ben, c'est le moment d'écouter des podcasts en géopolitique et de pouvoir l'indiquer. Donc là, c'est vraiment l'algorithme, entre guillemets, de Parcoursup. Donc on disait qu'il n'existait pas vraiment. On va dire que si vraiment vous voulez trouver quelque chose, il faut le chercher là. Tout est indiqué en fait. Maintenant, on va passer dans la deuxième onglet de Parcoursup qui est Vital. Tout à Alors ça, fait. c'est le troisième, il y a eu un petit bug. Mais je crois que tu gères les deux. Oui, donc ici vous voyez à l'écran donc encore un autre aperçu. On est en fait dans les onglets successifs dans ce qu'on appelle le catalogue. Vous avez pour chaque formation la carte d'identité avec énormément de détails. Donc là ici Caroline vous l'a commenté en vous indiquant d'une formation à l'autre les éléments qui vont être mis en avant. Est-ce qu'on pourra avoir la slide suivante s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc, dans les informations importantes aussi, ce sont les conditions pour candidater. On va avoir certains types de formations qui, par exemple, vont être ouverts à un certain public, par exemple des personnes qui viennent de l'étranger ou non.
Ça va être possible ou non d'une formation à l'autre. Et ce qui est important aussi, c'est de bien avoir en tête, est-ce qu'on va être dans une formation qui va recruter prioritairement des personnes qui ont mon profil? Par exemple, si je suis en baccalauréat général, je ne vais pas être considérée comme prioritaire dans les mêmes formations que si je suis en baccalauréat technologique ou en baccalauréat professionnel. Je donne un exemple, par exemple, pour les formations en BTS, c'est-à-dire brevet de technicien du supérieur, je vais avoir un certain nombre de places qui vont être des places réservées pour les personnes qui sont des bacheliers technologiques ou professionnels et on va avoir moins de places pour les personnes qui sont en baccalauréat général. Donc c'est très important d'aller regarder cette partie-là, mais finalement, comme vous le disiez Caroline, tous les éléments, tous les onglets méritent d'être lus et d'être lus de façon très attentive pour déjà pour comprendre, pour ensuite se situer et puis aussi pour repérer des points d'appui précieux pour la rédaction de sa lettre de motivation. J'en profite pour essayer de glisser le fait de répondre à une question qui ne correspond pas à ce qu'on aborde après. Heu, à savoir, la question concernant l'erreur dans le dossier, le fait d'avoir une erreur dans son état civil. Alors oui, la bonne démarche, c'est de demander la modification au secrétariat de son lycée et oui, on peut quand même avancer dans le processus et finaliser, son dossier d'inscription, il y a aucun problème et il y avait une question qui était liée à celle-là aussi qui était: «Mais si je ne suis pas allée au bout de la validation des informations, je ne peux pas faire de vœux. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Il faut avoir validé toutes les étapes successives pour pouvoir ensuite accéder à la partie vœux. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez avancer et vous aurez ensuite la possibilité de faire des vœux. Dernière question à laquelle je réponds avant qu'on enchaîne, c'était une question concernant des élèves qui ne sont pas en terminale. Le fait de devoir ou non créer un compte candidat sur Parcoursup pour avoir accès au catalogue, non, le catalogue est public. Qu'on ait ou non un compte en tant que parent, en tant que professionnel, en tant qu'oncle, tante, curieux ou curieuse pour accompagner ses neveux et nièces, on peut tout à fait accéder au catalogue Parcoursup sans être connecté. Mais on peut aussi créer un compte. Alors, c'est très différent d'avoir un compte et un dossier candidat. On a des élèves de lycée qui, par exemple, créent des comptes pour pouvoir mettre des vœux en favoris. Ça ne pose aucun problème et ça n'a rien à voir avec la procédure qui est la procédure de candidature où là, on crée le dossier depuis le 19 janvier. Donc, même sans compte, on peut y accéder. Et il y a cette possibilité-là qui existe depuis, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, de pouvoir s'inscrire aussi sans être dans la démarche de candidature. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc ici, vous avez une partie qui est la partie visualiser les chiffres d'accès à la formation. Ça va vous donner une photographie de la procédure de l'année précédente. Vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle des chiffres généraux et ensuite des chiffres fléchés en fonction du type de baccalauréat. Donc là, vous le voyez par exemple ici, on peut cocher bac général, on va voir les chiffres du bac général, bac technologique, ce que ça a donné en bac technologique et bac professionnel. Ça va nous permettre de vraiment mesurer combien de candidats l'année dernière ont demandé cette formation. C'est une formation, par exemple, admettons, qui propose 150 places. Ces 150 places, elles ont été convoitées par 2719 candidats. Et sur ces 2719 candidats, je vais en avoir 1803 qui ont reçu une réponse favorable, c'est-à-dire une proposition d'admission. Ça me permet de savoir que le taux d'accès, c'est quelque chose, nous on aime beaucoup cette notion de taux d'accès, le taux d'accès, il est de 66%. Pourquoi est-ce qu'on aime beaucoup cette notion de taux d'accès? Parce que c'est ça qui nous permet d'identifier si ça va être une formation qui est un vœu parachute ou vœu de sécurité ou vœu de secours ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une grande chance, une écrasante majorité de candidats qui ont une proposition d'admission ou très peu? Si vous jetez un coup d'œil approfondi à cette partie-là sur Parcoursup, vous pourrez voir par exemple qu'on a certaines formations qui ont moins de 1% de taux d'accès. Ça n'a rien à voir avec d'autres qui ont 85, 90, 95 et même on a quelques rares formations qui ont 100% de taux d'accès et donc vous vous doutez bien que les chances d'intégrer ne sont pas du tout les mêmes. Ça revient à une question qui était posée, tout à l'heure en disant: «Des licences qui sont non sélectives ont en fait des taux d'accès très restreints». Alors, est-ce qu'elles sont des vœux de sécurité ou non? Bah, la réponse c'est non, bien évidemment, puisque le taux d'accès, vous permet de savoir, ce qu'il en est. Un dernier point important, c'est sur les 1803 propositions d'admission, qui ont été envoyées par la formation, combien de candidats ont répondu «oui» et combien de candidats ont décliné la proposition? Ça, c'est quelque chose qui est, très rassurant, notamment quand on est dans la phase de réponse, quand on est en attente. On va pouvoir, auquel cas, savoir que c'est une formation dans laquelle on voit que beaucoup de gens, candidatent au départ, mais peu de gens acceptent, ce qui veut dire que même si on est sur liste d'attente, on peut, raisonnablement avoir l'espoir que notre dossier
remonte. Donc vraiment, cette partie-là, visualiser les chiffres d'accès, il ne faut pas faire l'impasse, il faut le lire très attentivement. Ici, donc vous voyez, c'est un zoom sur la fonctionnalité. J'imagine que c'était pour montrer la nuance. Donc sur la précédente, on voyait les chiffres de manière globale. Et ici, on a pour le bac général uniquement. Et donc, vous pouvez voir que les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On peut passer à la suivante. Ici, je ne sais pas si tu voulais le faire, Caroline, ou si Non, vas-y, si tu veux. j'enchaîne. Je suis en Donc train ça, de répondre. c'est une fonctionnalité qui peut vous permettre de regarder, donc c'est la partie qu'on appelle le simulateur, qui peut vous permettre de regarder en fonction de votre profil, quand vous êtes en bac général par exemple, les spécialités que vous avez. Et donc d'estimer est-ce que raisonnablement ou non vous avez une chance d'être admis. Alors moi je le dis, pardon, c'est un outil que moi je n'aime pas trop, notamment parce qu'il prend la notion de moyenne générale et moi je fais partie des gens qui disent que la moyenne générale c'est une notion qui est une notion fictive quand on est en bac général aujourd'hui. Raison pour laquelle la moyenne générale elle ne figure pas dans les dossiers Parcoursup et elle figure dans de moins en moins de bulletins d'élèves de terminale, puisqu'en fait la notion de moyenne générale elle n'est pas calculée partout pareil, coefficientée ou pas coefficientée, avec contrôle continu ou non. Mais ça peut quand même vous permettre de vous situer et d'avoir une idée. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'approcher de cette notion de quel est le profil type du candidat qui, ou de la candidate qui, l'année précédente ou les années précédentes, les 3 dernières années, ont été des dossiers qui ont été des dossiers plébiscités. Et donc la réponse avec ce simulateur, donc on peut voir la doublette de spécialité et donc avec des résultats, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que ce sont des résultats qui sont des résultats plutôt solides ou des résultats plutôt fragiles? Est-ce que ça donne un résultat ou ce sont des candidats qui ont plutôt rarement, occasionnellement, régulièrement, plus de la moitié ou à plus de 80% reçu une proposition d'admission? Alors, si vous utilisez ce simulateur, moi, je vous invite à faire plusieurs simulations avec cette notion de moyenne générale et notamment de faire une première simulation en ayant simulé votre moyenne générale en prenant uniquement spécialité une spécialité de philosophie, hein, parce que ce sont les matières avec plus gros coefficients. Et puis après, une deuxième avec le tronc commun et en comparant les résultats que vous aurez reçus pour ces deux-là. Et puis, ça vous éclairera déjà un petit peu plus. La réponse en dessous, qui est très intéressante, c'est quelle importance est donnée aux résultats scolaires par cette formation. Donc, ça fait écho à ce qu'on a pu déjà lire dans le catalogue précédemment. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, une fois encore. Je crois que c'était pour toi aussi, ça te dérange D'accord. pas? Pas du tout. Donc, poursuivre ses études, ça, c'est une autre partie intéressante. Donc, s'interroger sur cette formation, donc savoir, elle recrute comment, est-ce que c'est facile d'intégrer ou non, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait après, après cette formation? Est-ce que déjà en première année, on a beaucoup de gens qui vont passer ou non en deuxième année? Donc là, vous avez ce petit onglet que vous voyez en bas, la réussite des étudiants, une notion fondamentale du taux de passage en deuxième année et du taux de réussite en 3 ou 4 ans. Donc là, par exemple, je crois que c'était une licence de droit pour ces captures Ouais. d'écran-là. Donc, on a par exemple un taux de réussite, là, il est plutôt bon pour une licence de droit, 48,3% tout bac confondu. C'est même Ça exceptionnel me parce paraît que beaucoup, mais oui, ça me paraît il y a beaucoup. quelques années, on était plutôt autour de 25 à 33%, me semble-t-il. Donc, Après, c'est pas obligatoirement du premier coup. oui, et puis c'est l'université de Cergy, donc c'est un taux exceptionnel. Donc on a une importance considérable, hein, à apporter à l'examen de ce facteur-là, plus encore si on candidate pour une formation privée, parce que donc dans Parcoursup, on a des formations publiques, mais on peut aussi, on vous l'a dit, vous l'avez vu tout à l'heure dans les captures d'écran, on peut avoir des formations privées, vous avez un petit bandeau en haut qui vous précise public ou privé. Et donc, notamment, on vous le réaffichera, je crois, un tout petit peu plus tard. C'est fondamental de vérifier le montant des droits d'inscription quand on va mettre un vœu pour une formation privée, mais aussi de regarder quel est le pourcentage de réussite, passage en deuxième année et puis d'obtention du diplôme, et qu'est-ce qu'on peut faire après aussi et surtout. Est-ce qu'on a une possibilité de poursuite d'études en master, oui ou non? Combien vont poursuivre leurs études? Et la notion de débouché professionnel. Sur la slide suivante, Alors, je veux bien prendre le relais si tu veux, parce que je vais faire un petit focus sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Là, c'est les informations que vous allez avoir, par exemple, pour pouvoir contacter le professeur ou le responsable de la formation sur la formation et son organisation. Vous allez pouvoir aussi avoir le nom, enfin le mail des personnes qui vont s'occuper de l'handicap.
À la fac, les handicaps de vos élèves, de vos enfants, pardon, vont être pris en compte. Il y a des aménagements qui sont possibles. Moi, j'ai une casquette, comment je m'occupe des étudiants en situation de handicap avec dans l'orientation, mais je fais partie des comment dire, pardon, je perds mes mots. Je suis là aussi pour les accompagner à tous les moments de l'université, notamment à Handifac. Juste après les JPO, en fait, la santé, le service handicap qui, eux, gèrent au quotidien les élèves en situation de handicap. Et moi, je serai là aussi présente pour essayer d'expliquer, de dédramatiser le passage à l'université pour nos étudiants. On sait que c'est un moment qui est difficile. Ils deviennent grands, en fait. C'est un moment où on va mûrir, on va devenir adulte. Donc, c'est déjà un passage qui peut être un petit peu difficile. Et parfois, pour nos étudiants en situation de handicap, ça rajoute une difficulté parce que ben, on n'a plus les aménagements qu'on avait au lycée, on ne sait pas où on va. Et donc nous, on est là pour vraiment vous rassurer. C'est le 12 février 2026, de 18h à 20h, pareil en webinaire. On sera là, donc mes collègues de la santé seront là pour vous expliquer ce que c'est qu'un aménagement, comment on met les aménagements. Et Monsieur Parent, qui est responsable de la cellule handicap avec toute son équipe, seront là pour vous expliquer que vous n'êtes pas seul, qu'on est là pour vous accompagner et vraiment à toutes les étapes de votre scolarité. Donc n'hésitez pas à venir si votre enfant est en situation de handicap physique, moteur, que ce soit la santé mentale, une dysgraphie, une dysorthographie, peu importe la difficulté, on est là pour vous accompagner. Et j'aimerais préciser, si tu es OK, que ça, c'est le pôle d'appui à la scolarité. Enfin, ça a des noms différents d'une université à l'autre, mais ça Mm, existe dans toutes les structures et ça, c'est tout à important de fait. le savoir. Et c'est aussi pour ça que vous avez un onglet dédié sur Parcoursup qui va vous permettre d'avoir donc les informations et puis à chaque fois le contact. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, n'hésitez pas à prendre attache puisque vous avez la possibilité de contacter à distance, mais c'est toujours mieux d'y aller pour rencontrer les Ouais. personnes et pouvoir poser ces questions aussi. Et en effet, contactez dès que vous avez d'informations, que vous êtes pris dans cette formation, plus vite vous prendrez les devants, plus vite vous aurez des aménagements qui vont vous suivre pendant toute votre scolarité après à l'université. Alors, candidature et stratégie des vœux. On arrive sur le dur de Parcoursup. Alors, on parlait de stratégie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les stratégies. On va essayer après d'y répondre, mais voilà, au maximum. Moi, quand j'ai des étudiants, là, je les ai eus ce matin, je leur demande de me faire une fiche avec 6 vœux de cœur, 3 vœux de raison et un vœu de secours. Ça peut changer en fonction des volontés, mais des vœux de cœur, c'est les vœux d'ambition. Les vœux de cœur, c'est qu'est-ce qui te fait vraiment rêver. Nos enfants ont 17, 18, 19 ans. C'est l'âge où il faut qu'ils rêvent. Autrement, c'est pas drôle de pas rêver à cet âge-là. Donc, il faut qu'ils rêvent. Il faut qu'ils aient de l'ambition. Il faut qu'ils osent mettre des choses. Maintenant, on sait qu'il y a des vœux qui sont sélectifs avec très peu d'entrées. Par exemple, la psycho, on sait qu'il n'y a que 22% d'auto d'accès. Donc, il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils en mettent, mais il ne faut pas qu'ils mettent que ça parce qu'ils risquent de se retrouver avec rien à la fin. Et là, on se retrouve avec des étudiants qui, en effet, n'ont pas anticipé et n'ont pas fait une stratégie qui leur permet d'avoir quelque chose de serein. Donc, le vœu de cœur, on s'en fiche quelque part du pourcentage. Quand on arrive dans un vœu de raison, un vœu de tête, moi, Héloïse vous a montré tout à l'heure le pourcentage de rarement, occasionnellement, souvent, on passe de 50 ou 80%. Moi, je demande à ce que les vœux de tête soient entre 50, voire 70, voire grand max, au minimum 80%. Ça veut dire qu'ils vont avoir quand même des chances d'être pris, mais on reste dans quelque chose qui n'est pas sûr à 100%. Et j'essaye de leur proposer à chacun de leurs projets un vœu de secours qui est de 100%. Il n'est pas accessible pour toutes les formations, mais on essaye de trouver des vœux parallèles, des vœux secondaires qui restent dans le projet de l'étudiant. Le but, c'est pas d'aller le faire faire de l'histoire s'il veut faire du droit, mais dans quelque chose qui reste un vœu de secours. On va voir un petit peu après quelles peuvent être ces différentes méthodes. Ben, c'est peut-être de ne pas faire une licence classique à la faculté. Il y a aussi d'autres possibilités. Mhm. En tout cas, d'essayer de voir. Et là, on ne vous a pas montré, mais essayez de voir, en fait, par exemple, prenez licence sciences du langage ou licence, je crois que c'est, tapez-vous dans le moteur de recherche sciences du langage pour voir, il y en a qui prennent, et vous allez voir, a pris tous les étudiants. Mhm. 100% des étudiants ont été pris pendant les 3 dernières années. Et là, on peut se dire, à moins qu'il y ait une épidémie sur Parcoursup et que tout le monde prenne sciences du langage, logiquement, les étudiants qui vont le prendre ont cette possibilité au moins de faire de cette filière.
Et bien sûr, il faut qu'il y ait un lien avec le projet. Autrement, c'est pas cohérent. Mais voilà, c'est ça qu'on appelle un vœu de secours. C'est un vœu qui essaye d'arriver entre 90, 100% des vœux des étudiants qui ont été pris. Donc, Parcoursup, il faut être ambitieux, avoir des vœux de cœur, mais il faut aussi être réaliste, évaluer ses chances d'admission et connaître les autres voies pour y accéder. Combien de vœux sont possibles? Jusqu'à 10 vœux. Alors ça, c'est la base. On peut ensuite ajouter 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage qui sont donc décomptés à part et ces vœux ne sont pas à classer. Lors de la phase principale, on ne vous demandera jamais de classer vos vœux. En revanche, comme on vous l'a précisé tout à l'heure, pour les candidatures pour lesquelles vous auriez reçu à partir du 2 juin une proposition où vous êtes en attente, ces vœux, vous devrez les classer entre le 5 et le 8 pour indiquer si vous maintenez ou non votre candidature. C'est le seul moment où on vous demandera de les classer. Sur la slide suivante, on va rentrer dans le détail d'une question. Alors, on m'avait très gentiment, et je remercie encore une fois les collègues qui nous aident pour la technique, on m'avait très gentiment copié-collé une question qui portait là-dessus. Qu'est-ce qu'un vœu multiple? C'est quelque chose d'assez complexe qui cristallise pas mal d'inquiétudes tous les ans. Donc, un sous-vœu ou un vœu multiple, donc c'est une notion importante, c'est le regroupement de plusieurs formations similaires, pour ne pas dire identiques. Donc, par exemple, on peut avoir un vœu multiple pour un BTS, donc je rappelle BTS, brevet de technicien du supérieur qui est une formation donc, qui se fait en 2 ans, où on a un statut étudiant, mais en général, on est dans une formation où on est rattaché à un établissement scolaire, donc un lycée du secondaire. Et ça peut être un BTS qu'on appelle en formation initiale ou en apprentissage. Donc pour un BTS MCO, Management commercial opérationnel, on va pouvoir avoir un vœu multiple, on va pouvoir faire avec un seul vœu, une candidature pour des formations, cette formation-là, ici, là, encore un autre endroit, donc plusieurs. Ce vœu multiple, quand il est possible de le formuler, il est automatiquement proposé sur la plateforme. Ça ne sert à rien de chercher soit des vœux multiples ou d'essayer de taper vœux multiples, on ne peut pas trouver. En revanche, si vous êtes intéressé par une formation et que vous cliquez dessus, automatiquement la plateforme va vous dire attention, ça, chouette, vous pouvez faire un vœu multiple. Bien évidemment, le vœu multiple, ça reste exceptionnel, ça n'existe que pour certaines formations sélectives en particulier. Par exemple, me semble-t-il, passe en Île-de-France, et puis après d'autres formations qui sont particulièrement sélectives. Ce vœu multiple, il est donc composé de plusieurs sous-vœux. Donc, cette même formation-là, cette même formation dans une ville pas très loin, encore ailleurs, à 200 km, etc. Il est possible de choisir à l'intérieur du vœu multiple, je veux garder ça, mais pas celui-là, sans avoir besoin de les classer. Et il existe des règles de limite de vœux multiples, par exemple, pour certaines filières, donc les filières paramédicales ou IFSI, donc c'est Institut de formation de soins infirmiers, on ne peut pas faire plus de 5 vœux multiples. Rassurez-vous toutefois, il n'y a pas besoin de connaître en détail le seuil maximum de vœux multiples pour tous les types de formations, puisque la plateforme, si elle vous propose d'elle-même de faire des vœux multiples, elle vous bloque également quand vous avez atteint le nombre maximum de vœux multiples. Et donc, vous ne pouvez pas faire plus de vœux multiples qu'autorisés. La plateforme vous arrête automatiquement. Caroline évoquait tout à l'heure d'autres stratégies. Donc, par exemple, moi, quand je discute avec mes étudiants qui veulent faire du droit, je vais leur proposer des formations qui sont en distanciel. Parce que certaines formations, notamment celle de Rouen et celle de Lille, prennent 100% des étudiants. Ça peut être une astuce. Ok, c'est pas l'idéal. On est d'accord que le distanciel, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça donne une possibilité de vœux matelas. Et généralement, en fonction d'où vous habitez, il faut regarder si vous pouvez trouver des campus connectés qui vont être en lien et qui vont vous permettre de faire du distanciel sans avoir la difficulté d'être réellement tout seul. Ensuite, on peut regarder les formations hors Île-de-France. Parfois, alors BTS, BUT, c'est la sélection se fait en national, mais sur les licences, on a une priorité qui est faite sur notre région. Donc, il y a eu un moment, il y a eu la question dans le chat. On est prioritaire sur la totalité de l'Île-de-France, nous, en tant que personne du Val d'Oise. On n'est pas priorité en dehors de notre région. Mais il faut regarder certaines formations de droit, d'éco-gestion. La seule filière que je n'ai pas encore trouvé dans les licences classiques cette possibilité, c'est en passe et en psycho, où on ne trouve pas 100% des formations, mais en cherchant bien, on arrive à trouver des formations qui prennent 100%, des licences qui prennent 100% des étudiants en dehors de l'Île-de-France.
Si on est à une formation qui prend que 80% des étudiants, on risque d'être mis que dans les Hmm. 5% d'étudiants qui est hors d'Île-de-France. Donc, il faut vraiment que ce soit une formation qui prenne 100% des étudiants. Et puis après, il y a aussi l'idéal de la formation. Par exemple, souvent, quand on veut faire une école d'ingénieur, on parle tout de suite maths sup, maths spé en CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. C'est la voie classique qu'on connaît tous depuis des décennies, mais qui n'est plus la seule pour pouvoir rentrer en école d'ingénieur. On a les CUPGE, pardon, les classes universitaires de préparation aux grandes écoles, qui sont à la fac. En même temps, alors là, je vois en même temps qu'il y a une question sur MIPI, avec MIPI qui est mathématiques, informatique, physique et ingénierie, PCGE qui est une nouvelle formation qui est physique, chimie, géosciences et écologie, et biologie, ingénierie qui est, voilà. Mais CUPGE, on en a en maths informatique et en maths physique, je crois, à vérifier. On peut aussi passer par un BTS, une licence. Voilà, il y a plein de différentes voies qui permettent de rentrer dans des écoles d'ingénieurs. Quand on veut être professeur des écoles, il y a la licence professeur des écoles, mais aussi la licence sciences du langage qui prend 100% des étudiants. C'est-à-dire qu'il faut voir le projet professionnel de l'étudiant et essayer de lui proposer d'autres vœux qui peuvent être pas le vœu auquel on aurait pensé en premier, mais des vœux secondaires, mais qui permettent d'arriver quand même au but de l'étudiant. J'aimerais compléter, si c'est possible, Ouais, avec deux vas-y, choses bien auxquelles sûr. je pense. La première, c'est que on vous a parlé de la question du secteur. Quand vous êtes un élève qui a des parents qui ont deux adresses différentes, il est possible de demander au lycée de signaler les deux adresses. Et auquel cas, on peut quand on candidate pour une formation qui se trouve près du lieu de résidence de son deuxième parent, on peut auquel cas se retrouver dans le secteur. Ça se fait uniquement avec un justificatif de domicile, bien évidemment. Il faut que ce soit le dossier qui a été mis à jour pour l'élève. Mais donc ça, c'était la première chose à laquelle je pensais, c'est une possibilité. Et la deuxième, ensuite, quand Caroline évoquait, et c'est très important de le faire, cette question des stratégies des différents parcours, j'aimerais rappeler qu'il existe aussi des formations qui, par exemple, vont recruter directement en troisième année de licence pour faire, par exemple, une licence professionnelle ou bien pour se spécialiser dans une direction. Donc, ce sont des formations qui n'existent pas sur Parcoursup, mais où on peut entrer, par exemple, en licence. Alors, il me semble qu'à Cergy, vous avez une licence orienté métier de l'édition, journalisme, et qui va recruter des personnes qui ont fait 2 années de lettres, langues, arts, sciences humaines. Ça existe aussi dans d'autres universités. Je pense par exemple à une licence de médiation culturelle où pareil, on candidate pour entrer directement en troisième année après avoir fait 2 années d'autre chose. Et vous avez, au-delà de ces formations spécifiques qui recrutent en cours de parcours, vous avez aussi un système de passerelle qui existe pour se réorienter. Donc, quand on ne peut pas accéder directement par le chemin tout tracé, entre guillemets, qu'évoquait Caroline tout à l'heure, à une formation, il y a quand même d'autres façons de se positionner, d'autres façons de pouvoir avancer et de quand même réaliser ce projet. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et c'est important de ne pas hésiter à demander conseil à des professionnels, alors que ce soit au sein des établissements scolaires ou bien dans des centres d'information d'orientation ou bien au sein des universités, pour avoir justement conscience de tout cela et pour avoir cet éclairage et pour pouvoir se dire, bon ben voilà, je vais m'orienter dans telle ou telle direction parce que ça me permettra aussi de. Au niveau du dossier, vous avez deux grandes directions. Il y a ce qui est remonté par le lycée où vous n'avez rien à faire et ensuite ce qui est à compléter par le candidat. Pour ce qui est remonté par le lycée, il va y avoir les bulletins. Alors, il y avait une des questions qu'on m'a collé tout à l'heure sur la question des lycées qui sont en semestre. Alors oui, quand on est un lycée en semestre, ce qui remonte, c'est uniquement le semestre 1, puisque donc c'est le semestre qui est achevé au moment de la remontée Parcoursup qui se fait en mars. Donc, on n'a pas le deuxième semestre. Par contre, quand on est dans un lycée ou en terminale, on a un trimestre, on a les 2 premiers trimestres. Donc, les bulletins de l'année de première et de terminale, pas ceux de l'année de seconde, les notes du baccalauréat de première, ce qu'on appelle la fiche à venir, qui va comporter des appréciations des enseignants de terminale, du professeur principal ou des professeurs principaux et du chef d'établissement, et la mention de la certification nationale des compétences numériques, ce qu'on appelle PICS. Attention, quand on fait partie des étudiants en réorientation, qu'on n'est pas un élève au lycée, de manière générale, hein, plus large, pas que pour la réorientation, il faut bien faire attention à ce que toutes ces informations-là soient bien remplies, puisque donc vous n'avez pas d'établissement scolaire qui les remonte pour vous. Dans tous les cas, il y a des éléments qui sont à compléter par vous. Donc, vous avez la rubrique activités et centres d'intérêt, où vous pouvez mettre en avant énormément de choses, une rubrique expérience et engagement, la fameuse lettre de motivation dont on va vous parler ensuite. Et certaines formations vont demander des pièces complémentaires. Par exemple, les licences de droit demandent de déposer une attestation qui montre la réalisation d'un questionnaire d'auto-évaluation. On ne vous demande pas de mettre le résultat
du questionnaire. On vous demande de montrer que vous avez fait le questionnaire d'auto-évaluation. Et par exemple, quand vous candidatez pour une école d'art, on va vous demander de déposer des œuvres que vous aurez créées, donc un book. Mais par exemple, si vous candidatez pour une formation en musique, on peut vous demander d'avoir créé un fichier son, etc. Alors, conseil pratique, prendre le temps de remplir toutes ces parties, ne pas le faire à la dernière minute le 31 mars et vous faire relire, réfléchir, parcourir à nouveau le catalogue et la carte d'identité pour voir ce qui est particulièrement plébiscité par les formations qui vous intéressent et faire attention aux fautes d'orthographe. La lettre de motivation, nous, on l'appelle lettre de motivation en espérant être claire et transparente, mais Parcoursup ne l'appelle pas comme ça. Parcoursup appelle ça le projet de formation motivé. Et hors exception, parce que par exemple, le diplôme d'éducateur spécialisé est connu pour donner une longueur beaucoup plus conséquente et demander vraiment un développement soutenu de la motivation. Pour l'écrasante majorité des formations, la longueur maximale accordée pour le projet de formation motivé, c'est 1500 caractères, espace compris. C'est très très court. Donc si je commence par écrire actuellement scolarisé au lycée Montesquieu d'Herblay-sur-Seine en terminale histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, j'ai déjà utilisé une quantité faramineuse de caractères qui m'est donnée. Donc vraiment réfléchir, prioriser, aller à l'essentiel, ne pas chercher à meubler et puis vraiment s'appliquer parce qu'elles sont lues et on vous l'a dit, en fonction des formations, ça peut vraiment faire la différence. Et une candidature un peu fragile, mais avec une lettre de motivation qui montre une vraie réflexion, une vraie projection, une conscience des enjeux et des ressources sur lesquelles s'appuyer. J'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça peut faire la différence. Alors, moi, ce que je conseille à mes étudiants, après, il n'y a pas une lettre de motivation qui est type. Mm. Ça dépend en fait comment on va l'amener. Mais grossièrement, ce que je leur dis, c'est se présenter. Situation actuelle. Alors moi, souvent, ils sont en réorientation. Mais quand ils sont lycéens, de mettre la formation et les spécialités qu'ils ont, ça permet déjà de voir un peu le profil de l'étudiant, même si c'est déjà marqué sur Parcoursup, mais ça permet un peu de se présenter. Pourquoi moi? Pourquoi ils doivent vous prendre vous? En fait, quelque part, vous allez vous vendre. Eh ben, c'est vos compétences qui sont en lien avec les attendus et le projet. Si vous êtes quelqu'un d'hyper autonome, que vous avez travaillé ou que vous êtes, je ne sais pas, que vous faites de l'animation, que vous êtes babysitter, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vous ont confié leurs enfants. C'est quand même pas rien. Ça, c'est des choses. Vous avez ces compétences qui sont en lien avec ce qui est peut-être recherché, par exemple dans le social. Donc, il faut que vous parliez de vous. Moi, ce que j'aime quand je lis une lettre de motivation de mes étudiants, c'est qu'ils me parlent d'eux. Qu'ils arrêtent de dire je suis sérieux et motivé. Ok, sérieux et motivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, t'es sérieux? Parce que quand je les vois en cours, je suis pas sûre qu'ils soient si sérieux que ça. J'ai besoin qu'ils me parlent d'eux. Je fais du volontariat en tant que sapeur-pompier, ça me donne plus Mhm. d'idées que je suis sérieux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sérieux qui va mettre sa vie en danger pour les autres. Ça me donne pas exactement la même chose que je suis juste sérieux. Mm. Donc il faut parler de soi et de son projet. Vous voulez être professeur des écoles? Mettez-le. Vous voulez être professeur des écoles parce que vos parents ont été professeurs des écoles et que c'est un métier familial et de vocation? Mettez-le. Il faut vraiment pas hésiter à parler de soi. Alors, on reste Mm. dans quelque chose de factuel, on va pas aller trop dans le détail, mais il faut parler de vous. Moi, là, quand je lis la lettre de motivation, j'ai besoin de savoir qui c'est que je vais avoir en face à la rentrée. Souvent, on lit des lettres qui sont faites par ChatGPT. Je peux vous dire que dans les dossiers, moi je lis, il y a à peu près 400-500 candidatures tous les ans qu'on lit, on se les partage pour les lire. Et parfois, je tourne la page et j'ai exactement la même lettre de motivation. Parce qu'en fait, elle a été écrite par l'IA sans la retravailler, sans mettre de ce qu'ils sont eux. Et moi, j'ai besoin de savoir ce qu'ils sont eux. Puis, il faut parler de pourquoi on va les prendre parce que, ben, en fait, ils connaissent la formation. Si vous expliquez pas et que vous ne parlez pas de la formation dans laquelle vous voulez aller, il y a un risque que le prof se demande si vous avez bien compris la formation. Dans le diplôme dans lequel j'interviens, c'est un diplôme très particulier. Il est là pour les post-bac qui n'ont pas leur orientation. Si on me dit, ben, j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas quoi faire l'année prochaine, je vais le prendre. Il a compris. S'il me dit, je vais venir vers vous parce que l'année prochaine, je vais faire STAPS, il n'a pas compris à quoi je sers. Je ne le prendrai pas. Et c'est le cas pour pas mal d'autres formations. Si vous expliquez, ben, je veux rentrer chez vous parce que je vais être journaliste, ok, je suis une fac de lettres,
C'est une possibilité. Donc en fait, il faut bien que vous montriez que vous avez compris la formation, éventuellement que vous êtes venu aux journées, aux JPO, aux immersions, tout ça, on va vous en parler après. Mais montrez bien que vous êtes renseigné sur la formation. Autre chose à faire extrêmement attention. Je reviens sur ce qu'Héloïse a dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec elle. Dans les lettres de motivation, quand je lis que je suis un imminent professeur de la faculté de Cergy, je sais que je suis indispensable, mais quand même, il faut peut-être pas exagérer. Arrêtez, ça sert à rien en fait parce que vous perdez des caractères pour rien. La petite phrase à la fin, dire merci de m'avoir lu, ça fait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé de dire qu'on est des éminents professeurs. On sait que c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait déjà, voilà, on est des humains, on est là pour vous accompagner. Mais ne rajoutez pas sur ça parce que finalement, vous perdez des caractères pour des choses qui ne sont pas fondamentales. Et la dernière chose, c'est vraiment ne pas mettre de phrases bateau. C'est celle dont je parle, mais il y en a plein, on en a plein à chaque fois. N'en mettez pas parce qu'en fait, ça vous perd des points, ça vous perd des caractères sur des choses où on a envie de vous rencontrer, vous. Donc, il faut personnaliser la lettre à chaque fois. Si vous écrivez pour la fac de droit de Nanterre, vous n'allez pas écrire la même chose que si vous écrivez pour la fac de droit de Cergy. C'est pas les mêmes facs. C'est encore plus vrai dans certaines filières comme la psycho. En psycho à Nanterre, on ne fait pas les mêmes cours qu'en psycho à Paris-Cité. Il n'y a pas les mêmes données, il n'y a pas les mêmes courants. Et là, c'est pour ça qu'il faut aller au JPO pour aller en discuter. Pour les lettres destinées à des vœux multiples, il faut là pour le coup évoquer la formation de manière générale puisqu'elle va être la même pour toutes les sous-vœux. Attention aux fautes d'orthographe, parfois ça pique vraiment, ça fait très mal. Vous avez le temps de les faire relire, vous avez le temps là pour le coup de les faire corriger, ne serait-ce que par l'IA. Ne signez pas de votre nom. Tous les ans, je sais le nom et le prénom des étudiants. Parcoursup, en tout cas sur la phase principale, elle est anonyme. Et souvent, l'étudiant signe de son nom, de son prénom. Des fois, on a le numéro de téléphone et l'adresse mail. Vous n'avez pas à mettre ces informations-là, donc il faut vraiment éviter de les mettre. Et je pense que par rapport à la lettre de... Voilà. Ah si, un petit point, attention. Quand vous allez écrire sous Word votre lettre de motivation, mettez bien sur le titre de votre lettre de motivation qu'elle est pour Cergy, qu'elle est pour Nanterre, qu'elle est pour la Cité, et ne pas mettre celle de Nanterre pour Cergy et celle de Cergy pour Paris-Cité. Parce qu'en fait, ça fait un petit peu brouillon quand on dit qu'on veut venir dans notre formation à Nanterre, puisqu'en fait, on est Cergy. Donc, faites vraiment attention, relisez bien pour ne pas faire ce genre de petites erreurs qui peuvent vous coûter cher. Le rôle des parents, très rapidement, on l'a évoqué. Le- L'idée, c'est de prendre le temps de s'informer, ça c'est fondamental. Alors, prendre le temps de s'informer, c'est difficile quand on est déjà dans une logique de préparer le baccalauréat, etc. Donc, on a besoin pour ça d'être accompagné. Mais l'idéal, c'est d'être un copilote, pas de faire à la place de son enfant, donc d'accompagner, mais sans diriger. Alors, ça peut être simplement en maintenant le dialogue avec son enfant, en donnant des conseils, en faisant des points d'étape réguliers, en écoutant les envies, les doutes, en rappelant le calendrier, ça c'est fondamental, encourager à s'informer et puis aider à l'organisation, proposer d'accompagner aux journées portes ouvertes, au salon, de regarder ensemble, on va comparer telle et telle formation. Une partie très importante aussi, et là dans l'idée de la charge émotionnelle et de la charge nerveuse, c'est parfois d'aider tout simplement à dédramatiser, à rappeler que on peut ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire, ou on peut ne pas forcément être retenu dans telle ou telle formation de notre rêve sans que ça signifie rater toute son existence. Et également apporter un soutien pour structurer la réflexion et se projeter en posant des questions, tout simplement. Préfères-tu telle chose ou telle chose? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'aimes-tu travailler au lycée? Quels sont tes points forts? Excusez-moi, j'ai un de mes enfants qui vient d'arriver. Oui, je viens de voir après. Quels environnements d'études conviendraient et en termes aussi de relecture de la lettre de motivation. Caroline, je t'en prie. Alors, moi, je vais vous parler de parents à parents. J'ai passé Parcoursup, c'est ma troisième édition Parcoursup en tant que maman. Et en fait, il y a 2 ans, quand ma deuxième a passé Parcoursup, moi pourtant je connais Parcoursup puisque je le travaille avec mes étudiants, et je me suis rendu compte que ça a fini quand même en dispute le soir dans la famille parce qu'elle a voulu l'ouvrir le 19. On n'était pas prêt, on n'était pas disponible pour elle.
Donc, ce que j'ai proposé à ma fille, que je refais cette année sur Parcoursup, alors elle me dit que c'est pas tout à fait vrai, parce que comme je travaille sur Parcoursup, je dois lui en parler un petit peu plus que la norme des parents. Mais ce que je propose à mes enfants, c'est des rendez-vous. Des rendez-vous Parcoursup. C'est-à-dire que là, le vendredi soir, on va ouvrir le dossier de ma fille. Je serai à côté d'elle, c'est-à-dire que c'est elle qui va le faire, mais c'est bien de regarder quand même qu'il n'y a pas d'erreur qui est faite, de prénom, de lettre, je sais pas, d'adresse mail peut-être mal mise ou des choses comme ça. Je serai là juste pour vérifier. Et je lui ai demandé, comme à mes étudiants, de me faire en fait ces 10 vœux Parcoursup pour qu'on en discute. Et après, je reprendrai rendez-vous avec elle dans 3 semaines après pour vérifier que ses vœux sont bien mis sur Parcoursup. L'avantage, c'est que je ne lui parle plus de Parcoursup en dehors des rendez-vous. Elle n'a pas la pression de tous les 2 minutes. Alors, t'en es où? Et par contre, elle s'engage à le faire. Et ce qui fait que ça a vraiment amélioré les relations qu'il y a eu familiales. On n'a plus eu de dispute derrière. Donc, en fait, même moi, voilà, qui connais Parcoursup, ça peut entraîner des tensions parce que votre élève, vous lycéens, vous allez venir voir vos parents le jour où ils auront une énorme réunion, ils vont être fatigués, ce ne sera peut-être pas le moment pour vous. Vous, ça se trouve, le lendemain, vous avez une interro de maths avec, en maths expert, et c'est pas non plus le moment pour vous de vous mettre sur Parcoursup. Donc prenez des temps, prenez un calendrier, prenez ces temps-là, plutôt le week-end, parce que parfois on a un petit peu plus le temps, hein, sauf les parents qui travaillent le week-end, mais trouvez-vous des temps où vous êtes disponibles, et parents et enfants, pour pouvoir discuter parce que c'est important. Mais il ne faut pas qu'il y ait de stress supplémentaire parce qu'en fait, c'est aussi un moment qui est important et qui est beau parce que finalement, nos enfants grandissent. Ils arrivent à la faculté, ils deviennent des adultes, donc c'est un beau moment. Et Parcoursup, il ne faut pas que ça devienne un moment de tension et c'est faisable que ça ne le soit pas. On vous propose de... Est-ce que c'est possible de revenir, s'il vous plaît, sur la slide précédente? Merci beaucoup. On va conclure, on arrive sur la fin. On vous propose 2 ressources en particulier. Donc, je répète, vous retrouverez sur le site du réseau Lycée Licence, le réseau Lily, le diapo, les ressources. On vous propose un zoom sur le mémo élève de terminale de l'ONISEP, qui rappelle les grandes dates et puis les actions à accomplir avec un système de checklist pour vous assurer de ne rien avoir oublié. Et parce que ça n'existait pas pour les parents depuis quelques années, je propose aux parents de terminale de mon établissement un mémo parents de terminale dans la même logique avec les conseils en partie qu'on a pu rapidement aborder. Donc, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'évite pour essayer d'éviter les situations de friction, comme l'évoquait Caroline. Donc, on vous invite à y jeter un œil dans les jours qui viennent en même temps qu'au replay, si ça peut vous être utile. Et également, donc là, ce serait sur la slide suivante, s'il vous plaît, merci beaucoup. On vous a déposé quelques ressources en particulier, donc rappel à qui s'adresser, aux professionnels notamment, donc au sein du lycée, les professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale, mais aussi dans les CIO, les centres d'information et d'orientation, les services pour les étudiants qui sont en réorientation, les services d'orientation de l'établissement, mais aussi Parcoursup, donc les conseillers qui sont joignables par téléphone ou une fois qu'on a créé son dossier dans la messagerie contact, les réseaux sociaux Parcoursup qui sont démultipliés. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Parfait. Et donc, pardon, je croyais qu'il y en avait une autre avant. Il y a aussi de nombreuses ressources, notamment la foire aux questions Parcoursup. Je ne sais pas si on l'a laissé finalement dans la dernière version de nos slides, qui est vraiment extrêmement riche et sur laquelle vous trouverez de très, très, très nombreux éléments. Par exemple, concernant l'année de césure, concernant énormément de questionnements très pointus. Allez toujours jeter un œil dans la foire aux questions. Il y a de grandes chances pour que vous puissiez trouver une réponse à votre question. Alors, les événements à ne pas rater pour les étudiants qui peuvent être encore les lycéens, excusez-moi, qui peuvent être encore un petit peu en doute. Le 27 janvier, j'ai répondu à un moment en disant que vous allez bientôt avoir la date. C'est le 27 janvier, il y a un webinaire qui va se faire, comment choisir son école d'ingénieur. Donc, je pense que les questions qu'il y avait en lien dans le chat sur les écoles d'ingé, vous devriez pouvoir avoir les réponses. Le 30-31 janvier et 1er février, c'est un des plus gros salons de l'étudiant. Il est à Porte de Versailles. C'est pas mal d'y aller pour avoir pas mal d'informations sur les écoles. Le 7 février, c'est la journée porte ouverte à la faculté de Cergy, qui est plutôt votre faculté, enfin, la faculté. Excusez-moi, je crois qu'elle commence je commence à bafouiller. Qui est une journée, en fait, où vous allez pouvoir rencontrer les professeurs et les étudiants. Et pour vos lycéens, si il y a des lycéens entre vous qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, et notamment ceux qui sont en terminale, avec une de mes collègues, nous allons faire des bilans flash. C'est-à-dire qu'on va prendre tout seul, pendant une demi-heure, votre enfant,
Et on va lui faire passer un bilan d'orientation le plus rapide possible pour essayer de l'aiguiller au mieux sur les formations qu'on propose sur Cergy. Et bien sûr, on va aller un petit peu plus loin si on n'a pas la... Voilà, on va aussi proposer sur les autres facultés, mais essayer de faire un bilan assez rapide pour pouvoir l'aider au maximum. Tous les mois, ma collègue fait les mercredis de CY qui permet en fait de découvrir les formations. Alors, c'est un petit peu plus pour les élèves de seconde et de première, mais c'est pas interdit non plus pour les élèves de terminale, qui permettent en fait de découvrir les formations qu'on a à Cergy. Vous allez dans un amphi, vous discutez avec, voilà, il y a les profs et des élèves. Et le 2 au 6 mars, c'est votre deuxième semaine de vos vacances de février. Vous allez avoir les journées d'immersion. Donc là, c'est uniquement pour les terminales et les parents n'ont pas le droit de venir. Venez devenir étudiant, dédramatiser ce que c'est qu'un amphi, dédramatiser ce que c'est qu'un TP ou un TD. Vous allez être en cours avec des élèves de première année qui étaient à votre place l'année dernière, qui ont passé Parcoursup. Donc aussi de voir que, en fait, Parcoursup, on réussit et on arrive à avoir des beaux résultats. Et ça sera le 2 ou le 6 mars. Je répète la date pour l'Handifac, parce qu'on m'a reposé la question. C'est le 12 février 2026 de 18 à 20 heures par Internet. Et on terminait donc avec quelques ressources, mais comme on a déjà pas mal On en a pas. grignoté notre petite marge de temps, on va peut-être pas forcément les commenter. Est-ce que dans les questions qui étaient posées au chat, je sais que vous avez répondu, j'ai pas forcément pu lire parce que j'ai pas accès à cette partie. Est-ce qu'il y avait des questions fléchées en particulier lycée sur lesquelles il n'y a pas pu y avoir de réponse jusqu'ici? Ouais, moi j'ai pas eu le temps de réponse. Comment est-ce que les parents ont accès au dossier et est-ce qu'il y a eu une question aussi sur est-ce qu'on pouvait avoir l'accès des profs, mais j'ai pas eu le temps de bien Alors, le lire. pour la question sur l'accès des professeurs, j'imagine que c'était une blague. Je pense. Non, on ne peut pas avoir d'accès autre que l'accès élève. Quand on est parent, la seule solution, c'est de se connecter avec son enfant ou que son enfant nous donne ses codes. Donc, on ne peut pas avoir accès au dossier, mais bien évidemment, on est une personne ressource de premier ordre pour relire, aider, mais également pour conseiller. Je sais que fréquemment, on se retrouve dans la situation où des jeunes n'arrivent pas à identifier quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs particularités, et là, avoir un regard extérieur qui peut nous aider à trouver, ça peut faire la différence. Je me rappelle, j'étais encore enseignante lors de la création de Parcoursup. J'avais une élève qui faisait de la harpe à très haut niveau depuis des années et qui me disait, j'ai rien de particulier à mettre en avant, je vois pas ce que je peux avoir comme qualité. La persévérance, la résilience, l'autonomie, la détermination, ce sont des choses qu'on peut arriver à cerner et à mettre en avant, mais quand il s'agit de se regarder soi-même, on le voit pas forcément. Donc cet appui-là parental, on le redit, il est précieux. Et l'appui aussi des professeurs principaux qui peuvent donner des conseils sur les vœux, mais aussi sur la lettre de motivation, qui peuvent relire, qui peuvent apporter un éclairage, des conseils, et plus largement l'ensemble des professeurs de spécialité aussi. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux. Mais donc non, malheureusement, je suis désolée. Parcoursup, c'est le saut vers l'âge adulte à plusieurs égards, et notamment le fait de ne plus avoir de compte. On ne peut pas, comme avant, vérifier et cliquer pour dire oui, j'approuve ce qu'a dit ou ce qu'a sélectionné mon enfant. Ça, c'est terminé. Je sais pas si on aura le temps de. Je pense qu'on pourra pas répondre à tout. J'essaye au maximum. Euh, Donc, on a déjà répondu, par exemple, si on postule sur plusieurs formations dans la même université, non, on n'est pas informé de ce qui part, sauf peut-être éventuellement si vous postulez en LLCER, alors c'est langue. Littérature, civilisation Merci. étrangère et régionale. Nous, on en a une en espagnol, on en a une en anglais et on en a une en espagnol et anglais. Donc là, éventuellement, si les professeurs sont dans les deux commissions, pourquoi pas? Mais d'un autre côté, si on postule dans l'une et on peut postuler dans l'autre, ça paraît logique. Donc, autrement, en droit, en écogestion, il n'y a aucune possibilité. Pour les écoles d'ingénieurs, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions pour les écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il faut vraiment que vous veniez voir le webinaire. Tout à Ils fait. seront beaucoup mieux que nous pour répondre par rapport aux écoles d'ingénieurs. La motivation peut être vue par toutes les formations demandées, mais la lettre de motivation n'est pas propre à chaque formation. Elle est propre à chaque formation de licence. Quand vous êtes dans des BTS ou en IFSI, elle sera propre à tous les sous-vœux qui seront en dessous. Tout à fait. L'idée, c'est une lettre de motivation par vœu. Et donc, on rappelle que le vœu multiple, c'est plusieurs sous-vœux, mais c'est un seul vœu multiple. Donc, lettre de motivation commune. Dans l'exemple du droit, les maths sont indiquées. Faut-il comprendre qu'un élève ayant arrêté les maths a moins de chances d'être pris? Non. Faut Pas en regarder le droit. catalogue. Faut regarder Voilà, la il carte faut vraiment d'identité dans le regarder. détail. On a vu Certaines qu'il y vont vous avait les dire, maths, mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient prises en compte. C'est un des éléments qui sera pris en compte.
Par contre, si vous postulez en mathématiques, ingénierie, physique et ingénierie, oui, là peut-être que ça va poser plus de problèmes. Mais la problématique, c'est surtout la réussite. Par exemple, en éco-gestion, notamment à Cergy, il y a un côté finance qui est très important. Un élève qui aura arrêté les maths pourra être pris en éco-gestion. Par contre, réussir en éco-gestion, ça sera plus compliqué. Parce qu'en fait, les maths, c'est généralement le point noir des élèves qui n'ont pas pris maths, c'est très compliqué. Mais il pourra être pris quand même. C'est pas parce que vous n'avez pas que vous ne serez pas pris. Et de manière générale, il faut vraiment avoir ce réflexe d'aller regarder. Il y a les attendus nationaux et les attendus locaux et de vraiment Mm. cibler cette formation-là qu'en dit-elle. Et puis je rappelle aussi que maintenant, mathématiques, ça ne veut pas forcément dire spécialité mathématiques, puisqu'on a des mathématiques spécifiques pour tous les élèves de première. Il y avait STMG et le droit. Alors, on peut postuler en STMG pour le droit. Vous Tout à n'êtes juste fait. pas prioritaire. Je crois qu'à un moment, on ne l'a peut-être pas dit. Les BTS sont plus priorisés pour les bacs pro et les bacs techno. Les BUT sont plus priorisés pour les bacs techno et les bacs généraux. Et la fac pour les bacs généraux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bac pro à la fac et qu'on n'a pas de bac généraux en BTS. Mais c'est juste, ils sont priorisés. Donc, un bac STMG peut réussir en droit, peut être pris en droit, mais il sera peut-être peu moins bien classé que quelqu'un qui a fait un bac général. Mais tous les ans, j'ai des bacs STMG en droit. Les lettres de recommandation sont-elles acceptées dans les dossiers Parcoursup? Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez les mettre, en fait. Sauf en réorientation et encore. Au niveau du lycée, vous ne pouvez pas. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut rien déposer. Le projet de formation motivée, il est renseigné directement dans un champ sur Parcoursup. On ne peut pas déposer un fichier PDF, par exemple, à l'exception des très rares formations qui demandent un book, comme on le disait. Donc Oui. non, on ne peut pas ajouter de pièces justificatives, et je comprends, c'est une question récurrente. Peut-on inscrire le nom de son lycée sur les lettres de motivation? Ça ne sert à rien puisqu'on sait de quel lycée vous venez. En fait, on a sur la formation sur le lycée. Est-ce que demander un BUT loin de son domicile nous défavorise? Alors, j'ai un gros doute. Il faudrait que vous alliez voir la foire aux questions. Logiquement, non, parce que le BUT, en fait, il est national. La sélection, elle n'est pas régionale. C'est vraiment les licences qui le font. À vérifier. Je vais essayer de vous le vérifier et de vous le remettre, mais normalement, non. La journée d'immersion est une journée dans la semaine ou toute la semaine, c'est 3 heures. En fait, ça dépend ce que vous allez prendre, mais ça peut être 3 heures de temps en temps. Dans la semaine, en fait, vous avez plusieurs. Il faut vous inscrire sur Parcoursup, sur n'importe quoi, sur le site de Cergy. Nous sommes domiciliés dans le 28, mais avec des établissements de référence dans le 78. Pourquoi Parcoursup nous met un avertissement sur la localisation pour les licences dans le 78? Parce que c'est pas la même région, je pense. Mhm. Vous nous mettre un CV ou une lettre de motivation. Certaines formations demandent des CV, mais c'est plutôt la lettre de motivation. De toute façon, Euh, la carte d'identité vous le précisera, ce qui est hmm, regardé. Le CV n'est pas demandé systématiquement. Il y a des non, formations qui ne demandent pas de lettre de motivation non plus. oui, Donc, c'est c'est vrai. toujours important de voir formation par formation, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est examiné, quelle importance est accordée à quel aspect de la candidature et qu'est-ce que j'emploie comme stratégie. Savez-vous s'il existe une sorte de prépa pour un remise à niveau scientifique permettant aux lycéens qui n'ont pas pris de SP? Alors oui, il y en a une à Oui. Rouen et une dans Paris. Je ne sais plus quel est l'intitulé qu'il faut mettre, mais il en existe peu, mais il en existe quelques-unes. Après, je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Cécile, tu nous dis quand c'est qu'on doit arrêter. C'est toi la chef, la maître du temps. Les dates des JPO sont indiquées dans Parcoursup. Oui, Oui, toujours, tout à fait. toujours. Ainsi que J'essaye les de répondre contacts encore. Voilà. du responsable de formation. Euh, Comment trouver le mémo parent de terminale? Je pense que ça, c'est pour toi. Ah, le mémo parent, on va vous le déposer soit là demain ou après-demain quand on mettra le webinaire. Euh, Sinon, sur le site du lycée où j'exerce, vous pouvez déjà le trouver, mais on vous le mettra sur le site du réseau Lily avec le replay dès demain ou après-demain. Est-ce qu'il faut mettre sur la lettre de motivation, en plus du nom de l'université, à l'intention du doyen? Non, parce que déjà, c'est Oui. rarement le doyen, je pense, qui lit les lettres de motivation. Ça va vous prendre comment dire, des caractères en plus pour pas grand-chose. Madame, monsieur, cher professeur. Mais vous restez sur ça. Par contre, en effet, on ne va pas directement à l'information. On peut mettre une petite phrase. Et qui vous parle, parce que cher professeur, je suis pas sûre qu'en tant que lycéen, ça soit la phrase qui vous le met.
Allons-nous vous envoyer les diapos ce soir? Pas ce soir, parce qu'on a deux petites coquilles qu'on a repérées, qu'on va vous changer pour que vous puissiez l'avoir le slide en complet. Est-ce qu'il y en a votre fille ne sait pas ce qu'elle veut faire? Envoyez-la moi à la JPO. On va en discuter ensemble. Le jour de la JPO, ben, le 7. Venez pas trop tard parce que généralement, les rendez-vous partent très très vite. Donc venez vers 10-11 heures vous inscrire. Alors, le mot de la fin, peut-être juste pour vous remercier déjà pour votre présence, pour votre écoute, pour vos questions, et puis pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre et qui n'ont pas forcément pris la parole ce soir, mais qui étaient présentes, qui ont fait les clics, qui ont écouté patiemment, qui ont lu le chat, relayé le chat, assuré la technique préparée en amont. Merci à tout le monde. Merci beaucoup de votre attention.